Dans les années antérieures, quand il y avait de très bonnes relations entre notre pays avec le pays de l'Union européenne, et ça c'est dans les années 73-74, j'étais encore finaliste à Mbujimayi, là où je disais que j'ai fait mes études d'humanité, maths physique à Dibodiabouakane, à Mbujimayi. Il y avait toujours une commission de l'Union européenne qui passait dans toutes les provinces du pays. À cette époque-là, il y avait huit provinces. Et cette commission de l'Union européenne faisait faire un concours pour les étudiants finalistes. Et ces gens-là pouvaient bénéficier, s'il y avait réussite, d'une bourse d'études pour aller poursuivre en Europe, dans le pays européen. Déjà inscrit à Kinshasa, en préparatoire, en faculté de médecine, j'ai été moi-même surpris que mon nom soit sorti dans le journal Elima. Et qui signifiait que Docteur Maganga, pas à cette époque docteur, l'étudiant Maganga avait eu à avoir succès dans ces concours organisés par l'Union européenne, et ça pour le compte de la province du Kasaï oriental. Et c'est comme ça qu'on a été convoqué au bureau de l'Union européenne à Kinshasa pour aller obtenir cette accréditation qui nous permettait donc de pouvoir voyager, de nous inscrire dans une des universités européennes. Et j'ai expliqué mon choix a été quand même pas la Belgique, là où je n'avais pas de problème de langue, pas la France, là où aussi je n'avais pas de problème de langue, mais à cause d'un sentiment d'amitié envers Luigi, qui était un ami, j'avais carrément décidé que mon choix se porterait sur l'Italie, surtout à cause de la bonté du spaghetti que je m'attendais à trouver dans ces pays-là. Et c'est comme ça que toutes les démarches ont été faites par la Commission européenne de Kinshasa, qui nous a facilité le voyage. Et nous avons donc, et nous étions à 8 à ce moment-là, 8 étudiants du pays qui ont pu voyager en ce moment-là. Et je vous dis, avec quel pilote? Le grand pilote Ilunga. Si les gens connaissent, il y avait un très grand pilote, commandant Ilunga. C'est lui qui nous a pris de Kinshasa jusqu'à Rome, en Italie, là où on a pu commencer d'abord les études de langue. Et pas seulement les études de langue, il fallait faire des examens pour qu'on puisse être rassuré qu'on n'a pas amené, pas Ebola, à cette époque, ça n'existait pas, qu'on n'a pas amené d'autres maladies qui pouvaient être amenées en Europe. Donc ça a été ainsi, c'est un parcours clair. On a bénéficié de cette bourse-là de l'Union européenne. Je crois que je parle assez bien le français. Je parle suffisamment bien l'anglais, le swahili, assez bien le lingala. J'écoute très bien le chiluba. Je parle très très bien l'italien. Et je vais encore surprendre mon ami ici. Jusqu'à ce que j'ai terminé mes études secondaires, je pensais devenir pilote. Pilote de guerre.
Parce que j'étais impressionné quand il y a eu de troubles à Bukavu à l'époque et qu'il y a eu de soldats cubains qui étaient venus à la rescousse de l'armée zaïroise pour combattre la rébellion ou le liste. Et nous, on a été très enthousiastes à Bukavu de voir le voltige de ces pilotes cubains qui étaient en train carrément d'impressionner tout le monde. Et comme enfant, on ne pouvait que rêver de dire, écoutez, moi-même, un jour, je veux peut-être piloter ces avions de guerre là pour défendre mon pays. Mais quand on grandit un tout petit peu, on se rend compte que les aléas de la guerre ce n'est pas un jeu. On ne s'amuse pas avec la guerre. Alors j'ai peu à peu changé d'opinion et je me suis dit que peut-être à l'inverse de la guerre, c'est mieux que je tende un peu mon attention sur comment guérir le méfait de la guerre. Et petit à petit, chemin faisant, j'ai commencé à m'inspirer un peu plus sur la médecine. Et c'est comme ça qu'est née en moi cette idée de faire la médecine. Il y avait les 6 mois de langue italienne qu'on a fait dans une université qu'on appelle l'université de Pérouse, à côté de la ville d'Assise. Pour les gens qui connaissent bien Saint-François d'Assise, on était à 40 km de là où est né Saint-François d'Assise. Et c'est là où il y a jusqu'à maintenant la plus grosse université de langue italienne en Italie. Et j'ai fait donc 3 mois de langue primaire et 3 mois de langue secondaire d'Italie, ça veut dire 6 mois. Après les 6 mois de langue, on était plus ou moins habilité à entrer à l'université pour initier le cours maintenant de médecine qui était fait, comme je l'ai dit, dans une des plus vieilles universités et là où est née la faculté de médecine pour toute l'Europe. L'université des études de Bologne. Vous avez maintenant l'UE, votre diplôme de Bologne, il est né là-bas. J'ai fait le 6 ans classique de faculté de médecine, mais comme on le comprend très tôt, que quand on a fini seulement la médecine, on n'est pas en mesure de tout bien faire. Le gouvernement italien, cette fois-ci le gouvernement italien, et pas l'Union européenne, m'a suggéré si je pouvais traîner encore 5 ans pour que je puisse faire la spécialisation dans une des branches qui commençait à être assez à ma faveur. J'ai donc bénéficié d'une bourse du gouvernement italien pour faire 5 ans de chirurgie générale à l'université de Modena, à quelques kilomètres de Bologne. Moi, je crois qu'on n'a pas beaucoup de choix quand on provient d'un pays comme le nôtre et quand on se dit qu'on doit être directement intervenant auprès de nos malades. Je crois que la chirurgie ne vient pas en dernier lieu dans le choix qu'on peut faire pour servir le plus vite que possible, le plus efficacement possible le malade qui se présente à nous. Puisque le choix est là. Il est presque obligatoire. C'est comme la gynéco. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Ça veut dire, j'ai compris aussi que quand on arrive au pays, il faut avoir une idée sur tous les autres domaines de santé qui
qui sont dans notre population. Et c'est pour ça qu'on a été à faire l'urologie. Un mois là-bas. On a fait l'orthopédie. On a fait l'endoscopie. On a fait toute une myriade d'autres formations qui font si que on ne finit jamais. Le médecin qui dirait, écoutez, qu'il n'a pas de lacune, c'est un très mauvais médecin. Ça n'existe pas. Jusqu'à maintenant, à l'aube de mes 70 ans, j'ai encore plein de lacunes. Je suis retourné au pays puisque l'accueil s'y prêtait aussi. C'est en quelle année? Ça, je peux pas être très précis, c'est dans les années 80, 85, 86, ok? Et que, à cette époque-là, la coopération italo-zaïroise avait déjà construit un hôpital ici à Goma, l'hôpital provincial. Je me rappelle que le médecin directeur de cet hôpital-là, qui était un Italien, le docteur Ceravolo, Claudio Ceravolo, il faisait un tour chez lui en Italie et on va l'informer qu'il y a un de citoyens congolais qui habite à Goma, qui est en train de finir sa spécialisation en médecine. Il va prendre contact avec moi pour dire, écoutez, il y a une place pour toi, si tu veux rentrer à Goma. Moi, je lui dis, je ne me sens pas d'être encore prêt. Il dit, non, je veux t'encadrer. Tu seras mon second. Et quand j'ai eu ces garanties-là, je n'ai plus hésité du tout. À cette époque-là, l'hôpital offrait quand même un salaire qui était décent. J'ai donc, je savais de Goma, parce que Goma pour moi c'est toute une histoire. Parce que quand on te parle de bourse d'études, le personnage qui ont milité à ce que je puisse voyager, ce sont des gens de Goma. Et vous le voyez même ici. Il y a un certain, il est parti malheureusement, Denis Paluku. C'est lui qui, à la fin de mes études, dira à ma maman que si ton enfant réussit avec tant de pourcentage, je ferai tout pour qu'il s'en aille étudier ailleurs. Il n'est pas du Sud Kivu, il est du Nord Kivu. Il avait seulement le même homonyme que mon père, Denis, et il m'a fait cette faveur-là de faire ce que je puisse aller aussi en Italie. Donc j'avais quand même un devoir moral envers Goma pour dire que si je travaille à Goma, je travaille chez moi. Je n'étais pas médecin directeur comme ici. J'étais chirurgien adjoint du docteur Ceravolo qui était le chirurgien chef. Comme tout parcours, il y a de moments de grosses liesses, mais il y a des moments de difficulté. Il y a des moments là où tu sens que tu es vraiment utile. Parce que tu te dis, je ne serai pas là, peut-être que ce malade on l'aura perdu. Mais il y a d'autres moments de désespoir, quand par exemple, à l'avenue de réfugiés qui provenaient du Rwanda, et quand tu vois que tu ne peux pas fermer l'œil, puisqu'on a besoin de toi, mais de toi de quelle manière? Pour aller amputer. Pour aller amputer. Et amputer même des petits enfants.
qui ne sont responsables de rien. Il faut voir, il faut lire dans les yeux de ces enfants. C'est insupportable. Quelle méchanceté. Cet enfant chez qui tu scies la jambe, il ne crie même pas. Tellement que la douleur se confond à l'anesthésie. Ce sont des moments difficiles. Je crois que on devra tous éviter ce genre d'histoire, parce que ça ne fait pas honneur à la dignité humaine. Je m'excuse un peu. La Dosagos, l'association de donneurs de sang de Goma. Et je crois que la chose dont je suis le plus fier de ma vie, c'est d'avoir été avec d'autres amis, de Congolais, des Italiens, qu'on a eu cette idée-là, de se dire, écoutez, on devra quand même s'organiser. Puisque j'ai compris lors de mon séjour en Italie, quand j'ai fréquenté une association pareille en Italie qu'on appelle AVIS, Association de volontaires de sang. Et je me suis dit que des gens comme moi, qui remplissent les conditions, et ce sont des conditions minimales, les âgés de 18 ans et pas plus de 65 ans, être en bonne condition physique, ne pas avoir de maladies transmissibles. On peut, si on a la bonne volonté, essayer de sauver, réellement sauver, des vies humaines en transférant chaque 3 mois un peu de son sang à l'individu, enfant, femme, homme qui en a besoin. Et ma pratique à l'hôpital provincial de Goma m'a fait comprendre, c'était une prise de conscience. Puisque chaque nuit, lors de mes tours de garde, on ne pouvait pas ne pas nous appeler pour un enfant anémique, pour une maman qui a accouché difficilement et qui avait perdu du sang lors de l'accouchement, pour un jeune homme qui a eu un accident de trafic routier et qui avait peut-être un traumatisme au niveau de la rate. Et tout ce qu'on pouvait avoir, c'était de perfusion. Or, à un certain moment, la perfusion ne marche pas. Il faut transmettre, il faut transfuser le sang. Et on était incapable de le faire. D'où la nécessité, comme je l'avais vu en Italie, de s'organiser. Ça veut dire la matière première, la matière finie. Elle n'est pas dans des usines, elle n'est nulle part que dans nous. Et quand on sait que pour après 120 jours, il y a toute une autre génération de globules rouges, de globules, tout ça, et qu'on peut donner à quelqu'un d'autre pour sauver sa vie,
Ça a été donc un idéal pour moi de sensibiliser les amis qui étaient là. Et on a eu une oreille attentive à cette époque. On a eu une oreille attentive de la part de la direction de l'hôpital, le docteur Tchirabo, dont j'ai cité le nom, et de l'inspection médicale, à l'époque dirigée par un certain Mukenge Chai. Ils ont compris l'importance de cette mission-là et on s'est donné corps et âme. On a sillonné toutes les écoles secondaires de Goma pour dire aux gens, ce genre de décès, on peut les éviter sans pour autant recourir je ne sais pas à qui d'autre, parce que c'est une matière finie. Il n'y a pas d'usine pour ça. L'usine, c'est seulement nous, la bonne volonté et la conscience. Et je t'assure que de ça, je suis fier. Puisqu'aujourd'hui, la CPTS, c'est une émanation d'Adosago. Et celle qui préside aujourd'hui, Dr Liliane, c'est un membre éminent d'Adosago. Il y a 2 jours, j'étais même allé la voir pour la féliciter, pour dire que Liliane, je suis à tes côtés. Et si tu voudrais encore avoir un vieillard à côté de toi, je suis présent. À la charité maternelle, moi je suis d'abord un chrétien catholique. Ça veut dire, quand il y a l'évêque Ngabo qui trouve un financement pour moderniser un peu la charité maternelle, qui était un centre de santé dans le Birere, avec tout ce que cela peut comporter, avec un taux d'accouchement élevé. Et Ngabo, à un certain moment, il vient auprès de moi pour dire, écoutez docteur, est-ce que tu ne peux pas nous sauver d'aller diriger la charité maternelle? J'ai répondu oui. Mais j'ai dit à Ngabo, à mes conditions à moi. Quelles ont été vos conditions? Mes conditions, ça veut dire de me laisser libre choix de diriger un hôpital comme on dirige un hôpital. Ça ne doit pas être que tel abbé m'impose sa cousine. Ça non. Tel prêtre dit, écoutez, que c'est sa sœur qui doit... Ça non. Le seul critère, et il faut qu'on se mette d'accord sur ça, ça doit être la compétence. Tout le reste, ça ne va pas. Et quand on nous a donné quand même le quitus de faire ça, on a rendu ces centres de santé ce qu'il est devenu aujourd'hui. Avec, bien sûr, pas le docteur Maganga seul, ça serait très prétentieux, avec le concours de beaucoup d'autres amis qui ont fait que le travail ait été bien réalisé. Les attributions, ce sont les mêmes de tout le président de conseil d'administration. Si on se réfère un peu à comment est-ce qu'on catégorise, il y a d'abord l'Assemblée générale. Après l'Assemblée générale, il y a le conseil d'administration. En dessous du conseil d'administration, il y a la direction. Et puis il y a le staff technique. Le conseil d'administration, ça veut dire c'est lui qui répond de tout l'ensemble de l'association. Ça veut dire c'est nous qui nommons le directeur, c'est nous
qui contrôlons le suivi de la politique que la direction mène au nom de l'association. Donc c'est un rôle capital. C'est donc le représentant légal de l'association. Et je dirais même que c'est très important, ça veut dire parmi les histoires telles que vous le dites, on a remarqué qu'à Goma, à un certain moment, il y avait carence de médicaments. Et cette carence de médicaments faisait qu'on ne pouvait pas, comme pour le sang, on ne pouvait pas exercer nos fonctions de la manière la plus efficace. Et encore là, je veux insister, pas seul le docteur Maganga. Le docteur Maganga l'a représentant de la DOSAGO. Mais il y avait aussi Semibac, il y avait MSF Hollande, il y avait Amis Damien, ok? Il y avait au moins 6 organisations. Il y avait BDM, et tous on s'est regroupés pour dire que on va agresser ces problèmes pour que, à Goma, on ait un dépôt pharmaceutique digne de pouvoir rassurer sur la qualité et sur l'accessibilité des médicaments. C'est que, après plusieurs années, c'est maintenant presque plus de 20 ans que ça existe, et vous envoyez les œuvres, quelquefois vous allez à Keshero. Quand vous êtes à Keshero, vous voyez un grand dépôt, là où les amis chinois, même maintenant, sont en train de construire. Et ça, c'est pour garantir une distribution de médicaments pour tout l'Est de notre République. De ça, j'en suis très fier aussi, mais plus fier, le don de sang. Sédigo, ok. Ça, c'est le petit poussin. Le petit poussin. Vous imaginez tous les efforts déployés pour ce qu'on vient de parler. Je n'avais pas beaucoup de force pour en déployer autant. Ici, c'est Sédigo. Mais je me suis dit que ça sera mon lit de repos. Donc je l'arrange au mieux. Il n'est pas le plus luxueux, comme vous voyez, mais il est commode. Il chauffe mon cœur. Ça veut dire que c'est celui-là que j'aime le plus, comme on aime toujours le dernier enfant. Ok? Le Benjamin. Je l'aime pour autant, il a des difficultés, mais je voudrais jamais qu'il descende très bas, puisqu'il doit aussi pouvoir être au même niveau que le concepteur de cette idée. Et je suis content que c'est le petit poussin, mais il encadre aussi, à sa manière, les jeunes étudiants que vous êtes. Et je crois que c'est ça aussi ma fierté. Moi, ce que je ne voudrais pas oublier, et je l'ai déjà dit, moi je crois que je suis comblé, je suis un homme comblé, sincèrement. Quand je fais la rétrospection de ce qu'on a vécu, et pas seul, vécu ensemble avec d'autres collègues, d'autres médecins, moi je dis d'abord merci à mes parents qui m'ont quand même aidé à grandir et à devenir ce que je suis. Je dis aussi merci à mon épouse. Ce n'est pas facile. Et surtout quand on a été à l'étranger pendant longtemps. Quelquefois, surtout mon épouse, seule à la maison, isolée de tout.
Et on a eu notre enfant là-bas, en Europe, avec la solitude en Europe. Ce n'est pas facile. On n'a pas l'oncle, on n'a pas la tante qui doit quand même être à vos côtés pour vous secourir. Ça, je dois dire merci. Je dois dire un grand merci à mes professeurs. Je peux citer des noms. Professeur Vecchiati, c'est lui qui m'a enseigné la chirurgie. Je dois dire à maman Catherine Catelani, c'est la dame, et ça c'est une surprise, c'est la dame qui a fait de moi un chirurgien. Parce qu'ici c'est un peu difficile. On croit que la chirurgie c'est l'apanage des hommes. Non. Moi je reconnais que celle qui m'a appris l'ABC de la chirurgie, c'est bien la doctoresse Catelani. Et quand elle m'a dit ceci, docteur, la médecine, la chirurgie surtout, elle commence par la consultation. La chirurgie, ce n'est pas la gesticulation qu'on fait en salle d'op. Tu dois être exact à partir de la consultation et tu deviendras un bon chirurgien parce que tu auras opéré les histoires exactes. Tu te trompes à ce niveau-là, tu n'opères que la tromperie. Et la tromperie, quand elle est opérée, elle crée des désastres. Donc ce sont des leçons que je n'oublierai jamais et je les transmettrai toujours puisque c'est très très important. Beaucoup de gens croient que tout se résume à ces beaux gestes qu'on est en mesure de faire en salle d'op après que l'anesthésiste ait endormi ce pauvre patient. Autre chose, déjà ça je ne voudrais pas oublier. Je dois reconnaître qu'avec la sollicitation du recteur de la Sapienza, j'ai compris une autre dimension du docteur Maganga, cette dimension didactique que je crois que tous on devrait être en mesure de transmettre, puisque ça ne sert à rien qu'on ait fait des années et des années en Europe, en train de subir des climats assez difficiles et ne pas transmettre quand on est ici, d'autant plus que la vie elle est très courte pour chacun d'entre nous. L'autre aspect très très important, c'est de pouvoir donner sa vraie valeur à l'autre moitié de la Lune. Notre pays, le Congo, la République démocratique du Congo, devra une fois pour toutes valoriser sa partie féminine. D'autant plus que sincèrement, nous tous, nous sommes constitués par cette partie-là. Qui est celui-là qui aura un peu appris la génétique, qui ne saura pas que c'est nous qui faisons si que notre enfant soit de tel sexe et pas de l'autre sexe. Donc il faudrait qu'on valorise au maximum, à tout le niveau possible et imaginable, cette autre moitié de la Lune là, puisque ça peut être une des clés du développement de notre pays. On ne peut pas très bien marcher avec un seul bras, comme avec une seule jambe. Si on utilise le deux, on va vite et plus sûrement. Et je dirais encore pour la jeunesse, de bannir au plus haut degré ces distinctions fictives pour dire écoutez, tel est de tel quoi, tel est de telle origine. Il y a du bon partout. Il y a du mauvais partout.
Si on était seulement à se dire, écoutez, moi je suis de tel coin, je suis du sud, moi je suis du nord, moi je suis de l'est, de l'ouest, comment comprendre que même dans nos villages, il y a des gens qui se font du mal, quand bien même ils sont du même coin. Ça ne s'expliquerait pas. Le bon n'est pas une exclusivité de ces individus de tel coin. Donc ça, je crois que en tant qu'intellectuel, il faudrait vraiment qu'on s'apprenne de ça, qu'on ne se laisse pas berner par des gens qui ne font que clamer ça pour leur élévation politique, je dirais même pour leur déchéance. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.